Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout à fait le quart d'heure académique. Nous avions annoncé le début de notre symposium à 9 heures précises, mais je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. Néanmoins, pour ceux qui étaient là ponctuellement, je pense qu'il est l'heure d'ouvrir ce symposium Patrimoine universel, revendications locales. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers publics, les organisateurs du Symposium international Patrimoine universel, revendications locales sont très heureux de vous accueillir aujourd'hui et demain dans ce bel auditoire rouillé à Unis-Dufour pour réfléchir avec des experts de renom international sur l'importante et très actuelle question de la propriété des œuvres d'art. La presse et les médias nous saisissent en effet quotidiennement de cas de revendication de biens culturels par les pays d'origine, de cas de trafic illicite, de vol ou détournement d'œuvres d'art, de fouilles clandestines. L'initiative de cette manifestation revient au comité de l'association culturelle égypto-suisse que j'ai le plaisir de présider et qui, il y a une année de cela, s'était proposé d'inviter sur ces questions à Genève Dr Zahi Hawass, alors secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Je tiens du reste à saluer plusieurs membres du comité, mais surtout 2 personnes qui ont beaucoup œuvré à ce que nous espérions être la venue de Dr Zahi Hawass, mais finalement ce sera une relation que nous aurons par Skype avec le Caire demain avec lui. Il s'agit de Madame Rachida Temour, ici présente, et Madame Djihan Mortar-Bran, qui m'ont épaulée dans toutes les démarches à entreprendre. Personnalité médiatique internationalement connue, Dr Hawass se fait depuis longtemps le porte-parole non seulement des revendications nationales égyptiennes, en demandant notamment le retour au pays de la statue de Néfertiti conservée au Neues Museum de Berlin ou de la pierre de Rosette qui se trouve au British Museum de Londres. Mais il se fait aussi le porte-parole des pays revendiquants, puisqu'il a organisé en avril dernier au Caire la conférence internationale sur la protection et la restitution du patrimoine culturel, à laquelle il avait invité une trentaine de pays, de civilisations anciennes, à venir réfléchir à la stratégie à mettre en œuvre pour obtenir le retour des objets de leur patrimoine culturel exposés dans des musées occidentaux. Étant donné les circonstances difficiles que traverse l'Égypte en ce moment, Dr Hawass, désormais ministre des Antiquités, ne pourra donc être présent avec nous demain physiquement, mais à l'heure initialement prévue pour son intervention, nous établirons avec lui une liaison par Skype entre le Caire et Genève. Celles et ceux d'entre vous qui souhaiteront lui poser des questions sont priés de bien vouloir les rédiger et les remettre durant la pause café précédente, au plus tard à nos assistants et aides, c'est-à-dire à Vincent Chenal, si tu veux bien te lever, ici présent, ou à Temour Morel, que je ne vois pas. Il est là, voilà. Afin d'organiser le symposium Patrimoine universel revendications locales, un dialogue s'est rapidement noué entre l'association culturelle égypto-suisse et le musée d'art et d'histoire, en la personne de son directeur, Jean-Yves Marin, et en l'occurrence de son indéfectible bras droit, Vincent Négri, que je remercie. Le Centre du droit de l'art de l'Université de Genève, avec lequel l'unité d'histoire de l'art de l'université entretient depuis plusieurs années des rapports privilégiés, notamment dans le cadre d'un enseignement de master avancé, a bien entendu été associé à la manifestation et il en a résulté l'ambitieux programme que nous vous proposons durant ces 2 jours. Pour accompagner la voix de Zahi Hawass et l'expression des revendications locales, comme nous l'avons appelé, nous avons invité le docteur Abdoulaye Camara, archéologue et préhistorien, successivement conservateur du musée historique du Sénégal à l'île de Gorée, puis du musée d'art africain de Dakar, ainsi que le professeur de droit de Séoul, Keun-Gwan Lee, qui présentera le cas des 297 volumes de manuscrits coréens de la Bibliothèque nationale dérobés en 1867, récemment restitués par Nicolas Sarkozy,
court-circuitant ainsi une négociation entreprise de longue date. L'histoire des collections, en particulier d'égyptologie, sera présentée par Antoinette Maget-Dominicé, historienne et juriste, et Jean-Luc Chapa, conservateur des antiquités égyptiennes et soudanaises du musée d'art et d'histoire. Puis viendra ensuite une éminente personnalité de notre cité qui a accepté d'intervenir dans ce symposium, à la fois docteur en sciences, écrivain et penseur. Je parle de Metin Arditi, qui se posera en candide pour réfléchir avec nous sur la thématique controversée de l'appartenance des objets d'art. Le droit de l'art, les conventions internationales et les nouveaux accords pour régler les rapports tendus entre musées occidentaux, dans la plupart des cas, et anciens pays colonisés dépouillés, dans la plupart des autres cas, seront abordés par une riche palette de juristes et de professeurs de droit, évidemment très bien représentés dans ce symposium. Le secrétaire général d'Unidroit à Rome, José Angelo Estrella Faria, parlera de la Convention d'Unidroit de 1995, qui complète la Convention de 1970. Représentant l'UNESCO, M. Édouard Planche nous présentera le comité intergouvernemental pour la restitution des biens culturels. Chercheur au CNRS, Vincent Négri fera le point sur le passage des spoliations coloniales au concept de musée universel, en analysant parallèlement l'évolution du droit international. L'Office fédéral de la culture sera représenté par M. Benno Widmer, qui fera état des nouveaux accords bilatéraux pour l'importation et le retour des biens culturels. La recherche d'autres solutions consensuelles seront présentées par les professeurs Marc-André Reynolds, Centre du droit de l'art de l'Université de Genève, et Manlio Frigo, Università degli Studi, Milano, et le responsable du groupe des biens culturels d'Interpol, M. Karl-Heinz Kind, nous présentera quant à lui la face policière de la lutte contre le trafic illicite. Les travaux de ce colloque déboucheront sur une déclaration de Genève, mise au point par les professeurs Marc-André Reynolds et Pierre Lalive d'Épinay, professeurs honoraires. Et cette déclaration, nous souhaitons qu'elle soit approuvée par toutes les parties représentées dans ce symposium. Le titre de ce symposium, Patrimoine universel, revendications locales, reflète l'antithèse qui va gouverner nos réflexions. Les revendications locales, qui sont souvent du reste des revendications nationales, s'opposent à une notion idéale, à moins qu'il ne s'agisse d'un mot valise de notre ère contemporaine, celui de patrimoine universel, un patrimoine qui constitue le fonds de commerce des musées occidentaux. Le caractère d'universalité saurait-il excuser ou faire oublier que les œuvres ont parfois un jour été arrachées à leur contexte d'origine? Dans ses lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l'art d'Italie de 1996, Quatremer de Quincy dénonçait déjà courageusement et précocement le pillage des troupes de Bonaparte lors de la campagne d'Italie. Je le cite, « Le véritable muséum de Rome, celui dont je parle, se compose, il est vrai, de statues, de colosses, de temples, d'obélisques, de colonnes triomphales, de thermes, de cirques, d'amphithéâtres, d'arcs de triomphe, de tombeaux, de stucs, de fresques, de bas-reliefs, d'inscriptions, de fragments d'ornements, de matériaux de construction, de meubles, d'ustensiles, etc. Mais il ne se compose pas moins des lieux, des sites, des montagnes, des carrières, des routes antiques, des positions respectives des villes ruinées, des rapports géographiques, des relations de tous les objets entre eux, des souvenirs, des traditions locales, des usages encore existants, des parallèles et des rapprochements qui ne peuvent se faire que dans le pays même. C'est autour de cette question centrale que tourneront les débats de ces 2 journées, à n'en pas douter passionnantes. Avant de passer la parole à Monsieur le recteur Jean-Dominique Vassali, je tiens à remercier chaleureusement le département de la culture de la ville de Genève, le musée d'art et d'histoire et l'Université de Genève, la faculté des lettres et l'unité d'histoire de l'art pour leur soutien financier. Enfin, je dois signaler à regret un petit changement de programme dans la matinée de demain. Madame Teti Hadji Nicolaou
qui devait aborder la question de la demande de restitution des marbres du Parthénon par la Grèce, n'ayant pu se libérer pour être parmi nous, ce que nous regrettons beaucoup. À ce propos, et parce qu'in extremis, nous avons cherché à la remplacer sur ce sujet important, et que personnellement j'ai fini par téléphoner à la moitié des conservateurs de musées grecs et à peu près à toute l'Angleterre, puisqu'en Angleterre s'est constitué un comité pour la restitution des marbres du Parthénon, malheureusement sans succès. J'ai eu des conversations extrêmement intéressantes avec certaines personnes, notamment avec le directeur du musée du Pirée actuel, Monsieur Mantis, qui, à la fin d'une longue conversation téléphonique, m'a soufflé avec lassitude: de toute façon, les Anglais ne les rendront jamais. La mesure de rétorsion serait de ne pas leur donner la flamme olympique en 2012 lors des JO de Londres. Je vous remercie chaleureusement de votre attention, de votre nombreuse présence et passe la parole à Monsieur le recteur, que je remercie d'avoir accepté d'ouvrir ce symposium. Merci Madame, mes mots seront très brefs. J'aimerais moi aussi vous remercier d'être présent. L'ouverture de ce symposium a évoqué une ou deux réflexions. La première d'entre elles, c'est qu'il me semble que notre université est un lieu tout à fait approprié pour ce genre de discussions que vous allez mener, parce que en fait, ces discussions, elles sont évidemment à la frontière de différents concepts, de différentes disciplines, qui vont bien sûr de l'histoire de l'art jusqu'à la pratique du droit. Et je crois que c'est bien le rôle d'une université de mettre ensemble ces approches différentes et puis peut-être d'essayer d'aller au-delà des difficultés, au-delà des divergences qui peuvent exister, peut-être entre la Grèce et l'Angleterre, entre l'art et le sport, je ne sais pas, pour arriver à des solutions qui soient plus satisfaisantes. Et je suis très heureux que vous ayez réussi, Madame, à rassembler des personnalités qui proviennent non seulement d'horizons très différents en termes géographiques, mais également en termes d'origine et de concepts professionnels et personnels. Je crois que ceci est très important et représente ce que je pense qu'une université, et en particulier une université pluridisciplinaire comme la nôtre, peut offrir. Cette interdisciplinarité, je crois qu'elle est importante pour la recherche de nouvelles solutions et elle doit évidemment être ouverte sur la cité. C'est pour cela que, bien sûr, le partenariat avec les musées, en particulier le musée d'art et d'histoire de Genève, est absolument important puisque, au fond, la frontière entre une université, le musée, la cité, il ne doit pas y avoir de frontière. Je crois que c'est bien la présence ici de vous tous et en particulier des autorités du musée qui le démontrent. Donc je suis convaincu que ce symposium, sur ce plan-là, portera ce message que l'université doit pouvoir apporter à la cité. Le dernier élément que la réflexion sur ce symposium m'a évoqué, c'est celui de l'ambition que nous avons à Genève d'essayer de surmonter aussi un autre type de frontière entre les disciplines, la frontière qui existe encore un peu entre l'art et la biologie, si je puis dire. Et pour nous, les horizons vers lesquels nous tentons d'orienter une partie de nos activités sont des horizons où la jonction pourra se réaliser entre la compréhension des sciences du cerveau, et en particulier les sciences affectives, avec la dimension artistique que nous portons en principe tous en nous. Et j'ai utilisé le terme de jonction parce que ceux qui viennent de Genève le savent peut-être, mais il y a un projet soutenu également par le Conseil d'État de la République et canton de Genève, d'implanter sur le site de la jonction un lieu qui pourrait être tout à fait unique en Europe, voire peut-être même dans le monde, où seraient mis ensemble des spécialistes des neurosciences et des spécialistes de l'art, en particulier les écoles d'art de Genève. Donc cette jonction, nous espérons qu'elle se réalisera sur ce site, et que dans ce type de réflexion, dans ce type d'endroit, pourront aussi être débattues des questions qui vont très profondément à la
rencontre du patrimoine de l'humanité, de notre patrimoine à tous, celui que vous allez débattre ici. Donc, non seulement parce que les enjeux que vous allez débattre sont ceux qui vont de l'art au droit, mais aussi parce qu'ils s'inscrivent dans des enjeux, je dirais, encore plus profonds peut-être, qui joignent notre affect, ce qui fait l'existence et la particularité de l'être humain avec l'art. Je crois qu'il y a ici de nombreuses choses extrêmement importantes à débattre, et il est évidemment important que les questions juridiques puissent être résolues. J'attends de cette déclaration de Genève auquel vous avez fait allusion peut-être le début ou une contribution, disons, à résoudre des problèmes qui, je crois, doivent aujourd'hui pouvoir être résolus. Il y a des moyens de partager la richesse culturelle de l'humanité autrement que d'enfermer ça disons, derrière des frontières ou dans d'autres armoires. Donc, merci beaucoup d'avoir eu l'initiative d'organiser ce symposium, et je crois que vous allez passer 2 journées extrêmement intéressantes. Merci. Monsieur le recteur, cher Leïla, mes chers collègues qui pour la plupart ont déjà tant œuvré sur le problème des revendications, je pense bien sûr à tous nos amis communicants, mesdames, messieurs, c'est évidemment un problème central que celui de la constitution des collections, que celui des revendications, que celui du patrimoine universel. Et je suis très heureux qu'on puisse à Genève avoir au cours des mois qui viennent toute une série de colloques sur ces différents problèmes. Vous le savez, j'en profite pour le dire, qu'il y en aura un au mois d'avril également autour de la notion de patrimoine en temps de guerre à travers la fameuse opération Arte Salvado menée par le Prado et avec l'aide de la SDN en 1939. On en reparlera. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de propriété des œuvres, pour parler d'un sujet qui nous occupe depuis le début du XIXe siècle. Comment constitue-t-on un musée ? En fait, si nous réfléchissons très simplement, il y a 2 modes d'accumulation, comme on disait au XIXe siècle. L'une, bien sûr, c'est le butin. On a parlé de musées prédateurs, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes incontestablement à l'origine des prédateurs, surtout nous, musées européens. Mais aussi, et c'est très important à Genève, par le biais des collectionneurs. Ici, l'esprit de collection veut dire quelque chose. Quand on collectionne, c'est aussi avec un esprit de service public, avec un esprit une volonté de dire qu'un jour ou l'autre, eh bien, les objets arriveront au musée. Donc, il ne faut pas non plus voir dans cette accumulation du XIXe siècle uniquement quelque chose de négatif. La colonisation apportera évidemment son lot de complications, si j'ose dire, concernant ce difficile problème, et nous sommes encore très très loin de les résoudre. Malgré tout, quand on a en charge un musée comme le musée d'art et d'histoire, avec une vocation clairement encyclopédique, faut-il le rappeler, qui s'appuie d'abord sur des collections qui ont été données, léguées, prêtées par des collectionneurs, et souvent les plus éminents, je dirais même par des familles de collectionneurs, car certains nous ont, génération après génération, apporté leur concours, eh bien, on doit aborder ces problèmes avec beaucoup de recul, avec beaucoup de circonspection. La revendication, la restitution sont des problèmes envisageables. Nous n'avons pas le droit, aujourd'hui, au XXIe siècle, d'ignorer ce type de problème. Assez paradoxalement, c'est en 1898 qu'apparaît le premier texte où on se pose vraiment ce problème à travers un code de déontologie qui ne s'appelait pas tout à fait comme ça, des collectionneurs. Pourquoi ? Simplement, là on n'en était pas vraiment aux problèmes éthiques, mais plutôt à des problèmes moraux, la colonisation, le pillage de l'Afrique et d'autres continents posait déjà certains problèmes, et les collectionneurs eux-mêmes voulaient savoir quel chemin prendre. Cette réflexion, finalement, la première moitié du XXe siècle, et évidemment ces 2 guerres mondiales l'a mis un peu de côté, même si elle a amené, évidemment, là aussi à des pillages importants, on le sait, entre autres entre l'Allemagne et la Russie. Et c'est donc dans la deuxième moitié du XXe siècle que va s'élaborer
un petit peu une sorte de, je n'ose dire ça devant d'éminents juristes, mais de jurisprudence dans les modes d'acquisition, avec la protection des biens culturels en cas de conflit armé en 1954, avec cette convention internationale, avec celle de 70 de l'UNESCO, auquel nous nous référons tous toujours, avec celle du patrimoine mondial en 72, qui connaîtra un succès totalement inespéré, et qui, pour la première fois, va nous faire appréhender d'une manière différente la notion de patrimoine universel. Je suis curieux d'entendre des orateurs sur ce sujet, car il est central. Si le patrimoine est universel, tous les musées sont universels, tous les monuments sont universels. Qu'un petit groupe de musées, de grands musées, comme ils se qualifient eux-mêmes à travers le monde, se soit approprié le concept de musée universel me paraît un abus et me paraît contraire à l'idée que l'on doit se faire du musée. Nous sommes là pour répondre aux besoins de la société. Pour la société, son développement, dit la définition internationale des musées. Alors, fort de ce substrat juridique, fort aussi, vous le savez pour la plupart, d'un code de déontologie qui a été accepté à Buenos Aires en 1986 et qui marque aussi là le premier élément d'autorégulation accepté par les conservateurs du monde, nous pouvons mieux poser le problème des restitutions. Souvent, on a voulu le faire ressentir comme un élément de discorde entre professionnels. On l'a dit pour les Grecs et les Anglais, presque jusqu'à la caricature, comme Leïla l'a très joliment rappelé. Mais en fait, nous avons dépassé ce stade-là. Je pense que nous sommes beaucoup plus maintenant, justement, dans une réflexion déontologique qui mène à l'autorégulation. Et cette démarche que moi j'ai toujours vécu dans ma vie professionnelle, d'essayer de réfléchir, est-ce que l'objet est bien à sa place, est-ce qu'il ne serait pas mieux ailleurs? Cette démarche, à mon grand bonheur, elle est sortie un petit peu du milieu des conservateurs, et vous êtes là pour le prouver. Elle a atteint aussi le milieu des collectionneurs. Ici, j'ai la chance, le bonheur, je pourrais dire, de rencontrer quantité de collectionneurs, et je vois qu'ils ont souvent une réflexion qui est tout à fait parallèle à la nôtre. Parce que quand on collectionne, on aime, et quand on aime, eh bien, on essaie de faire pour le mieux. Et le mieux, aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir constamment un rapport. Bien sûr, on a un rapport esthétique à l'objet, mais avoir un rapport aussi sur la place de l'objet dans la civilisation, sur la place de l'objet dans le patrimoine. Nous savons dans cette période de mondialisation que le patrimoine ancien, et ça on ne dit pas assez, a des limites quantitatives qu'on commence à mieux connaître. Comme on se partage l'eau entre la Syrie, la Turquie et j'espère demain Israël, on se partagera de plus en plus le patrimoine. Le patrimoine occidental, qu'il soit archéologique, que ce soit un patrimoine qui touche les beaux-arts, eh bien, on en connaît à peu près les contours. Il n'y a plus tellement de découvertes à faire. On connaît moins bien, mon ami Abdoulaye Camara rappellera sans doute le patrimoine archéologique africain, qui est peut-être le dernier à pouvoir nous apporter de très grandes surprises. Mais dans l'ensemble, ces limites quantitatives, on les connaît. Alors maintenant, on a un corpus d'œuvres qui représente notre passé à tous, le passé de la Terre entière, et ce corpus d'œuvres, il faut l'utiliser au mieux comme élément pédagogique, comme élément de plaisir, car l'art, c'est aussi fait pour ça. Et il nous appartient à nous de porter cette lourde tâche, de mieux le conserver sans doute, mais aussi de mieux le partager. Alors on peut le partager simplement par des expositions, on prête, mais après on reprend, par du virtuel, on met au service du monde entier, des étudiants, des amateurs, des passionnés, comme l'a fait joliment le Quai Branly, l'ensemble du corpus des objets conservés. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce qu'on doit aller, pour dire ce mot qui effraie bien encore quelques collègues, vers des restitutions? Je pense que le pire que nous puissions faire, c'est d'accepter le statu quo. On me dit souvent, vous ouvrez la boîte de Pandore en faisant ça. Non, la boîte de Pandore, elle est ouverte depuis toujours. Et quand nous voyons des hautes personnalités morales comme M. Berlusconi ou Kadhafi s'échanger des œuvres pour mener à bien telle ou telle politique commerciale, eh bien je me dis qu'on a peut-être, nous, notre mot à dire en tant que professionnels, plutôt que de laisser les politiques régler les problèmes à notre place.
C'est quelque chose que j'ai souvent écrit. Ça m'a pas toujours valu d'ailleurs beaucoup d'affection de leur part, mais c'est d'abord un problème de professionnels. Nous ne pouvons pas admettre, nous ne pouvons pas, passez-moi la forme, et tolérer que ce soit le président de la République de tel pays qui décide qu'on va rendre telle œuvre parce qu'il va vendre un TGV à la Corée. C'est inadmissible. Il faut le dire. C'est un problème de culture, c'est un problème qui porte sur chacun de nous, sur nos enfants. Le patrimoine nous appartient à tous et il n'y a aucune raison qu'il soit géré par le politique. Alors soyons courageux et essayons de trouver des solutions. C'est ce que veut faire ce colloque. Un de plus, diront certains, parce que c'est vrai que nous nous sommes quelques-uns retrouvés des quantités de fois sur tous les continents pour évoquer cette question-là, mais pas n'importe lequel. Monsieur Hawass va aussi apporter son éclairage, qui est quand même pas si fréquent. Et puis aussi, nous sommes à Genève, et Genève est une ville internationale. Genève est une ville où les collectionneurs tiennent une place particulièrement éminente, où les collections sont à la hauteur vraiment d'une des grandes collections européennes. Alors, il faut penser tout ça, il faut essayer de se demander si la revendication peut aller jusqu'à la restitution, c'est la grande question. Quelle restitution ? Évidemment, l'Europe ne va pas rendre tout ce qu'elle a pris au reste du monde, ce serait absurde. D'ailleurs, il faudrait commencer par rendre à nos amis italiens qui n'en veulent pas tout ce qu'on a pu leur prendre. Tout ça n'a pas de sens, c'est évidemment un faux problème, mais pour ma part, je l'ai souvent écrit, je crois qu'il existe un certain nombre d'objets identitaires qui marquent la nation et qui marquent la présence pour chaque peuple d'éléments qui vont permettre d'aller vers une sorte de syncrétisme à l'intérieur de la société. Ces objets-là, ils sont rares. Ces objets-là, ils sont souvent mal utilisés dans les musées. Vous passez parfois devant à Berlin ou à Madrid sans les voir. Ces objets-là, des peuples en ont besoin. À mon sens, c'est quelques centaines sur les dizaines de millions qui ont pu passer d'un pays à l'autre. Et c'est peut-être à travers ces restitutions des objets historiques emblématiques des nations qu'il va falloir commencer. Alors, faisons preuve d'inventivité. Je me réjouis aussi qu'il y ait de nombreux juristes parmi nous. Je me réjouis de cette déclaration de Genève. Il me reste simplement à remercier Leila El Wakil qui a mené toute l'ébauche de cette réflexion et puis après qui a conçu avec Vincent Négri, qui représente ici le CNRS, ce beau programme. Et je crois que nous allons, à travers cette déclaration, faire avancer, faire un petit bout du chemin, et ça c'est très important. Parfois, on conteste le bien fondé des colloques, on dit que les colloqueurs se font un petit peu plaisir. Eh bien là, aujourd'hui, je suis sûr que nous allons apporter des choses nouvelles, que nous sommes sur un sujet qui est loin d'être défriché, qui mérite encore énormément de réflexion. Il faut sortir, vous l'avez dit, monsieur le recteur, de nos frontières, il faut sortir de nos spécialités. Ici, les spécialités représentées sont multiples, les continents, les pays sont aussi multiples. Alors, essayons de travailler bien pour cette cause qui nous occupe tant, qui est celle du patrimoine de l'humanité. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers collègues et chers amis, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque qui m'ont invité à parler aujourd'hui de l'histoire des collections égyptiennes en Europe. Le titre et le sujet peuvent paraître assez anodins. Pourquoi se plonger vers le passé alors que l'urgence est dans le présent et que la situation en Égypte rend mon intervention encore plus, porte encore plus à interrogation. Se pencher sur l'histoire des collections n'est pourtant pas si insignifiant. Cela permet d'appréhender un certain nombre d'éléments qui influencent inexorablement toutes les discussions qui peuvent être menées entre les propriétaires actuels des objets revendiqués et les pays qui les demandent. Cela permet donc de voir quel est le rôle de ces objets au-delà de leur simple statut identitaire, comme a cité M. Marin, mais aussi de pouvoir voir ce qu'ils ont apporté et de quelle manière ils ont contribué à l'histoire des collections. Les objets qui composent les fonds des collections d'antiquités égyptiennes sont à ce sujet particulièrement intéressants. Plusieurs raisons à cela. Le premier aspect est historique.
Il existe depuis de longues années la preuve de bien d'égyptologie dans les collections occidentales, un fait qui remonte à plusieurs centaines d'années. Le deuxième est un aspect politique, car la constitution et l'enrichissement des collections d'égyptologie, comme on le verra, va de pair avec les courants nationalistes qui circulent en Europe au XIXe siècle notamment, et qui contribuent de différentes manières à offrir une légitimation au gouvernement. La troisième est un aspect plus social, puisque les antiquités égyptiennes trouvent une réception toute particulière auprès du public, qui sont attirés autant par les mystères de la civilisation pharaonique que par une relative lisibilité, puisque ce sont des objets que l'on a tendance à s'approprier très rapidement, et une grande accessibilité. Le quatrième est culturel et est lié à l'intégration, finalement, de ces objets d'égyptologie dans notre patrimoine occidental. Enfin, le cinquième aspect est plus contemporain et est l'aspect médiatique, puisque l'Égypte est l'un des pays revendicateurs, si j'ose m'exprimer ainsi, qui tire le mieux parti des nouveaux médias et des médias en général, afin d'assurer une visibilité à ses demandes et à ses revendications. Chacun ou presque de ces points se retrouve dans l'étude chronologique des institutions qui accueillent des collections d'égyptologie lorsqu'on le remonte dans le temps. Je commencerai donc cette histoire des collections à la Renaissance. À la Renaissance, pas de musée en Europe. En revanche, de nombreux cabinets de curiosités, des structures privées dans lesquelles des érudits, des princes et des hommes d'église rassemblent un grand nombre d'objets, souvent très hétéroclites, et qui sont attirés plus par le côté, non pas monstrueux, mais plutôt curieux des objets, que par leur aspect esthétique ou par leur fondement scientifique. Ces cabinets de curiosité rassemblent donc, comme on le voit à l'image, la collection de Ferrante Imperato, qui était un apothicaire napolitain, de nombreux objets très variés. Les sources iconographiques et écrites permettent d'imaginer qu'un certain nombre d'objets égyptiens se trouvent déjà en Europe à cette époque-là. Peu de certitudes en revanche, et un nombre assez restreint. On voit sur l'image un alligator empaillé au plafond. Il y a un certain nombre de ces objets qu'on peut identifier, mais leur description peut également prêter à confusion. On ne trouve pas toujours de précision exacte sur la provenance ou sur la réalité d'un objet qui vient d'Égypte. Malgré cette incertitude, on voit donc qu'il en existe. Il y a plusieurs raisons à cette pauvreté d'objets sur le sol européen. La première tient à la difficulté à accéder en Égypte, où finalement règne une situation qui rend les voyages d'occidentaux particulièrement difficiles. On peut constater cela également dans le petit nombre de récits de voyage qui sont diffusés à cette époque. D'un point de vue du droit, à l'époque, si l'on se penche sur la question, aucun texte n'interdit l'exportation de biens culturels. C'est une question qui n'entre pas encore en ligne de compte. En revanche, les dispositions de transport maritime, ou plutôt les coutumes qui règlent le transport maritime, prohibent le transport d'un cadavre sur un bateau. Cela limite donc, par conséquent, très compréhensivement, l'arrivée de momies en Europe. Un autre exemple de cabinet de curiosité dans lequel on trouve des antiquités égyptiennes, ou du moins des antiquités qui sont prétendues égyptiennes, est la collection d'Athanase Kircher, qui était un jésuite à Rome, et dont on voit sur l'image effectivement la présence de 2 obélisques. On ne sait en revanche pas exactement si ce sont des obélisques réellement égyptiennes ou si ce sont des obélisques qui ont été réalisés en Italie. Le XVIIIe siècle va marquer un tournant finalement, le passage de l'espace privé, de ces cabinets de curiosité, à l'espace public. Peu à peu, les portes s'ouvrent au public, de manière restreinte et pas dans la forme dans laquelle on la connaît actuellement, mais néanmoins, les objets sont bien plus accessibles à plus de monde. De plus, certains gros moteurs des grands musées, comme le British Museum, qui est fondé en 1753, ouvrent ses portes. Il ne s'agit pas encore d'une volonté éducative comme ça peut être aujourd'hui le cas, mais néanmoins, le commun des mortels peut accéder à plus d'objets et dans le même temps, de plus en plus d'objets arrivent sur le continent.
on ne peut pas parler encore réellement d'une politique d'accroissement des collections. Les objets qui rentrent dans les fonds se font plus par hasard, par don de particuliers ou par opportunité. La présentation des objets demeure celle qui a prévalu durant des décennies et qui est celle des cabinets de curiosité. On est dans quelque chose de très hétérogène. Cela rend assez compliqué l'identification parfaite des objets d'égyptologie qui sont présents dans les collections, et les sources demeurent assez fragmentaires. Il n'y a pas forcément beaucoup de livres d'inventaire dans lesquels sont inscrits tous les objets. Et par exemple, dans les collections du British Museum, les documents qui accompagnent le Ley Sloan, qui est à l'origine de ce musée, permettent d'évaluer à environ 150 le nombre d'antiquités égyptiennes. Quelques dons vont étoffer le fonds au XVIIIe siècle, mais la priorité du musée est à ce moment-là les collections d'antiquités classiques et non pas celles égyptiennes. À Turin, par ailleurs, le Museo della Regia Università di Torino, qui est fondé en 1724, comprend dans ses collections une table d'autel dédiée à Isis, qui est présentée comme égyptienne, mais qui est en fait de facture romaine. Les premiers objets qui sont rapportés d'Égypte entrent dans les collections en 1759, au terme d'un voyage en Orient mené par Vitaliano Donati, qui a été mandaté par Charles-Emmanuel III de Savoie. En France, les collections du cabinet du roi présentent elles aussi quelques objets d'égyptologie. Le cabinet de curiosité du roi, fondé en 1633, contiendrait, selon certains égyptologues, un peu plus de 1500 objets. Il n'est pas certain, en revanche, une fois de plus, que toutes proviennent d'Égypte. En revanche, d'autres sont identifiables jusqu'à aujourd'hui et peuvent être retrouvés dans les collections du Louvre. Il est réellement possible de les tracer, ainsi 2 sarcophages Memphite, dont je n'ai malheureusement pas d'illustration, dont on retrouve la trace dans les inventaires avec des numéros d'inventaire très petits, qui présagent de leur ancienneté. À Berlin également, on trouve la trace d'objets pharaoniques depuis la fin du XVIIe siècle. 11 pièces sont mentionnées dans un catalogue rédigé par Lorenz Beger, le Thesaurus Brandenburgicus, et plusieurs dizaines d'objets enrichissent les collections ultérieurement. La première momie, en revanche, n'arrive qu'au début du XIXe siècle, envoyée par l'un des diplomates allemands au Proche-Orient. La fin du XIXe siècle et la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe montrent une accélération dans l'enrichissement des collections et dans le développement des musées en Europe. Cela s'explique par la combinaison de facteurs politiques, militaires et culturels qui favorisent cette expansion des musées et l'ouverture au public de collections. D'un point de vue politique, les gouvernants prennent la voie du nationalisme. Il y a une forte identification à l'État à cette époque-là et soutiennent par conséquent les initiatives par lesquelles ces nouveaux États sont légitimés. Le développement des collections d'égyptologie en fait partie, car la présence de ces objets dans les collections permet de démontrer la continuité qui va de l'Égypte à la civilisation du XIXe, en passant par les différentes étapes du développement, par la Grèce puis par Rome. Cela se retrouve autant dans la présentation que dans la décoration des salles qui accueillent les antiquités égyptiennes. D'un point de vue militaro-stratégique également, le début du XIXe siècle est un moment stratégique pour l'arrivée de biens d'égyptologie en Europe. La campagne d'Égypte menée par Napoléon, que chacun connaît, mais également les rivalités entre la France et la Grande-Bretagne sur les rives du Nil vont permettre l'arrivée de nombreux objets. Les conservateurs de ces musées contribuent par conséquent à la construction de la renommée des États en assurant à leurs musées des fonds d'intérêt et sont soutenus par les gouvernements qui encouragent de manière indirecte les fouilles en Égypte. On est dans une période d'exubérance, de sans foi ni loi, pour ainsi dire. Les permis de fouille existent, ils s'appellent des firmans. Ils s'obtiennent en revanche auprès d'un pacha qui ne fait pas réellement de différence entre son patrimoine propre et celui de son pays, qui est très influencé par les puissances occidentales en place. Et ces puissances s'arrogent une partie des instances, d'autant plus
que la situation en Égypte favorise cette mainmise occidentale sur le pays. Plusieurs scientifiques à l'époque réagissent déjà, dont Champollion, qui remet un mémoire au Pacha en 1829 dans lequel il s'inquiète de la disparition du patrimoine égyptien. Le Pacha ne réagit à ce moment-là pas, mais réagira quelques années plus tard, puisqu'en 1835, l'Égypte fait pratiquement figure de pionnier en promulguant une ordonnance par laquelle le patrimoine devrait être mieux protégé et un musée où seront rassemblés tous les objets trouvés sur le territoire devront être conservés. En Europe, les objets affluent. Les premiers objets rassemblés par les Français se retrouvent à la faveur du traité d'Alexandrie de 1801 en Grande-Bretagne. En effet, les objets rassemblés par les Français durant la campagne d'Égypte font partie du butin de guerre, comme en parlait M. Marin auparavant, du butin de guerre des Britanniques et se retrouvent au British Museum. Voilà l'armée française. Et les documents qui accompagnent l'arrivée des objets au British Museum. Le trustee discute donc de l'arrivée de ces objets, parmi lesquels la pierre de Rosette. Et les textes, les sources à l'époque, parlent de spolia, réellement de butin de guerre. L'avidité européenne se poursuit et les diplomates en poste en Égypte profitent de leur temps libre, ou se créent leur temps libre, pour certains, pour rassembler le plus grand nombre d'objets qu'ils présentent ensuite sous forme de collection intégrale aux souverains européens et aux musées. Au milieu du XIXe siècle, un état des collections permet de se rendre compte que le Louvre possède, vers 1830, déjà presque 9000 pièces. Ce sont des collections qui sont arrivées en général effectivement en bloc auprès de différents consuls, dont les noms comme Durand, Salt ou Drovetti. Le British Museum obtient donc de nombreux objets et va également acquérir des collections entières auprès de ses consuls. Dans ces deux institutions, la fin des années 1820 marque aussi le début de la création d'un département spécialisé en antiquité égyptienne et la nomination de conservateurs. Au Louvre, Champollion, au British Museum, Samuel Birch. À Turin, en 1824, la collection proposée par Drovetti est acquise et représente un ensemble de plus de 5200 objets. À Berlin également, les achats en bloc s'initient. Le musée, en revanche, ouvre plus tard, puisqu'il ouvre au début des années 1850. Et l'on voit un décalage entre les collections du musée de Berlin avec celles du Louvre ou du British Museum, puisque l'ouverture plus tardive permet l'arrivée de pièces plus importantes et immédiatement plus conséquentes que dans les musées précédemment cités, où les collections se font plus petit à petit. Friedrich Wilhelm III avait envoyé en 1820, anticipant l'ouverture du musée, le baron von Minutoli afin de rassembler une collection d'objets égyptiens. Le baron mène sa mission à bien, mais malheureusement, seule une infime partie des objets qu'il aura rassemblés et fouillés arrivera à Berlin, car le navire sur lequel étaient transportées les caisses d'objets chavire dans l'Elbe, près de Hambourg, au cours d'une tempête. La mission de Lepsius, à la fin des années 1840, permet l'arrivée à Berlin de plus de 1500 objets. Le milieu du XIXe siècle marque donc un tournant. L'égyptologie s'affirme peu à peu comme science à part entière. Des campagnes de fouilles sont organisées par les musées, soutenues par les États. Les recherches se professionnalisent et les objets envoyés en Europe sont de plus en plus identifiés. On peut donc voir presque un parallèle entre l'histoire de la spécialité d'égyptologie et l'histoire des collections, puisque au milieu du XIXe siècle et dans les années qui suivent, on y retrouve les mêmes enjeux ou presque scientifiques, sociaux et politiques. Mariette, par exemple, est envoyé par le Louvre en Égypte et fouille les environs de Saqqara, où il découvre le Sérapéum. À cette occasion, il enverra presque 6000 objets au musée du Louvre. Au British Museum, à la fin des années 1860, c'est-à-dire au moment où le British Museum met sur pied des missions de fouilles en Égypte,
les collections referment environ 10 000 objets. Au début des années 1920, ce nombre aura été quintuplé. De nombreuses autres collections, dont moins connues, augmentent également au XIXe siècle et est également celui, à la fin du XIXe siècle, les institutions nord-américaines entrent également dans le jeu. Le Metropolitan Museum, qui est fondé en 1870, voit très rapidement sa collection croître, met très rapidement sur pied des missions en Égypte, et dès 1906, un département est entièrement dédié à l'égyptologie. Par la suite, le mouvement se ralentit un peu. Le XXe siècle ne voit plus autant d'arrivées massives dans les collections. Plusieurs raisons à ça. La première est le renforcement de dispositions législatives en Égypte, puisque durant très longtemps, les Européens qui venaient fouiller en Égypte pouvaient s'arroger l'intégralité de leurs produits de fouille. Donc tous les objets trouvés repartaient en Europe avec eux. Peu à peu, les Égyptiens mettent en place la technique du partage de fouilles, c'est-à-dire un partage égal entre parmi les objets trouvés, un 50-50, qui permet l'enrichissement des collections du musée du Caire et des musées occidentaux. Ce pourcentage de répartition décroît au fur et à mesure pour ne plus finir par être qu'un pourcentage discrétionnaire accordé par les services d'antiquité en Égypte. Aujourd'hui, ce partage a entièrement disparu. Il y a également d'autres raisons à cela, le fait que l'entre-deux-guerres n'est pas favorable en Europe à ce que les musées envoient des missions en Égypte. Et il y a également petit à petit une augmentation de la conscience patrimoniale de la part des institutions, très lente certes, mais l'histoire des collections permet de se rendre compte que le musée de Chicago, en 1927, donc effectivement très précocement, restitue une stèle qui a été volée en Égypte en 1862. Le dépouillement des livres d'inventaire du musée du Caire permet de tracer plusieurs de ces restitutions volontaires. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'acquisition massive, certes pas. Quelques acquisitions se font encore sur le marché ou à la faveur d'une mission conjointe avec l'Égypte, comme ça a été le cas lors du sauvetage des temples d'Abou Simbel. La loi égyptienne de 1983, entrée en vigueur dans les suites de la Convention UNESCO de 1970, encadre de nouvelles pratiques, avec certes des écueils, mais aussi des réussites. Les musées européens sont, eux, amenés à développer de nouveaux partenariats, à penser nouvellement l'enrichissement de leurs collections, mais savent pertinemment que le comble des manques qui peuvent exister encore ne se fera certainement pas par des acquisitions comme cela a été le cas dans le passé, mais qu'ils devront pour cela requérir au prêt, à l'échange ou à la virtualisation effectivement des collections. Enfin, à fin d'échelle, le British Museum a, en 250 ans, vu ses collections passer de 150 objets à plus de 100 000 objets. Le musée de Turin renferme aujourd'hui un peu plus de 32 000 objets, dont seuls 6 000 sont exposés, et le Metropolitan Museum est riche de quelques 36 000 pièces. Au musée du Caire, le livre d'inventaire principal, qui est nommé Journal d'entrée, débutait son volume 24 en janvier 1987 et en avril 2006 frôlait les 100 000 entrées. Il faut savoir que par ailleurs, le musée du Caire a 4 livres d'inventaire, que tous présentent des numéros d'entrée extrêmement importants et que toutes les pièces qui sont présentes dans le bâtiment du musée ne sont pas inscrites dans les livres d'inventaire. C'est donc un formidable vivier de ressources pour les collections occidentales, de développer des partenariats avec l'Égypte et de réfléchir ainsi à de nouveaux modes de gestion. Je vous remercie.